Bonjour, bienvenue à notre émission Café Noir. Aujourd'hui, je suis avec Jacques Borde et on va parler des attentats du 9/11 aux guerres infinies. Le 9/11 parce que c'est bien entendu l'anniversaire, le 20e anniversaire de ces attentats. Et ce mois-ci, on a vu le retrait des troupes américaines de l'Afghanistan après 20 ans de guerre. Jacques Borde a écrit à l'époque un livre qui a été édité par... D'ailleurs, c'est le premier livre qui a été édité par Avatar Édition en coédition avec du Alpha. Pourquoi l'Amérique? Sur Bin Laden, bien entendu. Voilà la couverture. Avant qu'on commence l'émission, mettons les choses en contexte. Alors, ces attentats ont eu lieu le 9 septembre 2001. En fait, c'était des attentats coordonnés avec 4 avions qui ont été déroutés par les terroristes. Il y avait 3 objectifs. Bien entendu, New York City, les 2 tours qu'on connaît, plus un immeuble qui s'est écroulé aussi des services américains qui étaient à côté des 2 tours, dont très peu de gens parlent. Le deuxième objectif, c'était le Pentagone, et l'avion est rentré en plein fouet sur le Pentagone. On va pas aller dans les spéculations, on va pas faire du complotisme. Et bien entendu, le 3e avion ou le 4e avion qui a été dérouté l'objectif c'était Washington et la Maison Blanche, mais il paraît qu'il a craché en pleine campagne parce qu'il paraît que les passagers de cet avion ont réussi à contraster les terroristes et les terroristes ont fait sauter l'avion. C'est très important. Tous les terroristes, je pense qu'ils étaient 11, Jacques, si je ne me trompe pas. Ils étaient 19, donc 15 Séoudiens. Voilà, c'est ça l'important. 19, sur les 19 terroristes, 15 étaient séoudiens. Et à l'époque, gros titre des journaux, à New York, la police avait arrêté un groupe d'étudiants israéliens qui étaient bien positionnés et qui prenaient des photos de l'époque des attentats. Et on n'en a plus jamais entendu parler de cette histoire. Donc ça, c'est un autre fait. Mais ces attentats ont permis à Bush et aux États-Unis, Bush Junior, bien entendu, le président des États-Unis, et à l'Occident, de désigner l'islam ou l'islamisme comme l'ennemi civilisationnel et de commencer les fameuses guerres infinies qui ont porté donc comme premier objectif l'Afghanistan. On nous dit que ces attentats ont été revendiqués par Bin Laden et Al-Qaïda. Donc Jacques, qui est Bin Laden et Al-Qaïda? Alors, pour les faits, tu as fait le tour. Donc, effectivement, on a des appareils de ligne qui sont détournés, ce qui est une technique classique dans la guerre asymétrique. C'est tous des Boeing, d'ailleurs, qui filent vers New York et tapent les cibles dont tu as parlé. Alors, Ben Laden, c'est intéressant parce que c'est quand même un sacré personnage. En fait, c'est un fils de famille. En France, on dirait un fils à papa. C'est une famille d'origine yéménite qui a fait fortune en Arabie Saoudite. Alors, passablement enrichi, Ben Laden se passionne très vite pour la plupart des causes arabes. Il ne faut jamais oublier que son mouvement initial a pour nom, je cite, Front islamique mondial pour le combat contre les juifs et les croisés. Alors, ce qui est assez curieux, c'est qu'il ne va pas faire le choix du front palestinien comme front du djihad, et comme nous l'a rappelé, il bataille la Bosnie, puis l'Afghanistan. Alors, pour faire court, il collabore assez directement avec la CIA, qui, soyons clairs, ne le perdra jamais de vue. Alors, quelque part, effectivement, c'est qui explique un peu la surprise, notamment la tête de Bush quand on lui annonce la nouvelle. On a rarement vu un visage aussi en plein de stupidité. Son choix de se retourner contre ses anciens alliés américains est peut-être considéré comme une surprise. L'autre grande surprise, si l'on s'en tient donc à la version des faits, c'est que faire des appareils dont les pirates se sont emparés, non pas l'objet d'un détournement classique, de type NTB, dont les Occidentaux savent parfaitement, c'est une situation que les Occidentaux savent gérer, mais directement des vecteurs aéroportés de frappe. Mais Al-Qaïda, qui en arabe veut dire la base, a été créé en fait pour combattre l'invasion soviétique de l'Afghanistan. Et on dit que ça a été la CIA, les Saoudiens, les services saoudiens, avec Bin Laden bien entendu, la famille Bin Laden qui est la bourgeoisie richissime d'Arabie Saoudite, et les services pakistanais qui ont créé cette organisation pour résister à l'invasion de l'Union soviétique en Afghanistan. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Alors, il faut quand même rappeler qu'on en parle très peu dans les sujets. L'un des acteurs principaux de tout cet environnement régional, le grand jeu, sont les services pakistanais. Il y a l'ISI, qui est actuellement un des plus performants et plus efficaces services de renseignement, et ils ont une branche qui est dédiée directement au combat en Afghanistan. C'est donc cette branche-là qui s'est impliquée dans le combat avec Ben Laden. Et pourquoi ils ont utilisé Ben Laden? Parce que Ben Laden était disponible et qu'il était volontaire et qu'il a mis de l'argent dans l'affaire et qu'il a recruté des hommes, qui les a entraînés
et que contrairement à certains philosophes de salon français, il est allé se battre avec eux en première ligne. Donc, on peut dire que c'est effectivement lui-même un moudjahid, puisqu'il était avec ses hommes. Et après le 11 septembre, qui est une surprise pour les Occidentaux, parce qu'à mon avis, quelque part, s'ils s'attendaient à quelque chose, parce qu'il y avait une surveillance du FBI, je ne pense pas que les Occidentaux s'attendaient à ce type de frappe avec des avions. On a l'habitude, je veux dire, ça a été une des marques de fabrique, par exemple, du FPLP, de faire des détournements, on se pose au sol, on négocie, et éventuellement ça se tourne mal, ça finit très durement comme un NTB, mais le détournement d'avion, c'est quelque chose de classique, jusqu'à Ben Laden qui décide d'utiliser les avions comme un mode de frappe. Mais donc, ces attentats ont été revendiqués par Al-Qaïda, donc. Alors, non, c'est comme ça que va démarrer. Ça a été le prétexte pour envahir l'Afghanistan. C'est comme ça que va démarrer la guerre d'Afghanistan. Non, pas au sens classique. Et c'est toujours le même problème. C'est-à-dire que pour ce genre d'opération, les services de renseignement, les directeurs nationaux du renseignement, ils se basent sur ce qu'ils savent. Quand on a eu des détournements justement du FPLP, on a affaire à des communiqués qui sont très clairs, ce qui permet à un moment, après cet échange de oiseaux, de discuter. Le gros problème, c'est qu'avec Al-Qaïda, il n'y a pas de revendication directe. Et Bin Laden non plus, ils se réjouissent, ils applaudissent, ils disent que c'est une grande victoire d'eux, mais ils ne se postent pas dans une position de revendication. Et c'est là où ça va poser problème. Parce que font les Américains ? Les Américains, ils veulent qu'on leur livre Ben Laden. Du côté d'Afghanistan, Islami Amarat, qui est l'émirat islamique d'Afghanistan, qui est le pouvoir à Kaboul, la réponse c'est ils sombrent un peu dans un espèce de juridisme et réclamer un dossier. Alors, le problème, c'est que les Américains ne comprennent pas. Donc, là où on a un problème, c'est qu'on a deux locuteurs qui ne parlent pas du tout le même langage. Donc, au bout d'un moment, ça finit, le dialogue finit, il n'y a plus de dialogue. Les Américains se renferment dans leurs revendications et demandent la tête de Ben Laden. Ils ne l'obtiennent pas. Donc, à un moment, l'idée, c'est d'aller la chercher. Pour nos auditeurs, Jacques, il faut bien préciser qu'à l'époque, le gouvernement afghan, c'était les talibans version 1. Les talibans avaient déjà pris le pouvoir après le retrait, pour mettre les choses en contexte. Après le retrait des troupes soviétiques de l'Afghanistan, donc la victoire des moudjahidines anticommunistes, il y a eu une guerre civile en Afghanistan entre les différents seigneurs de la guerre, et les talibans réussissent à gagner et à prendre le pouvoir. Et c'est avec qui les Américains ont commencé à négocier pour cette fameuse présence de Al-Qaïda. Mais on peut dire aussi que Al-Qaïda en Afghanistan était là à cause des Américains, parce que c'est eux qui l'ont fondé. Donc c'est pas les talibans qui les ont invités, en fait. Ah, tout à fait. La présence de gens comme Al-Qaïda ou d'autres mouvements, c'est parce que les Américains avaient besoin de troupes au sol pour mener une guerre asymétrique contre les Russes. Et donc, dans ces cas-là, on utilise les moyens locaux. Les moyens locaux, donc ils se retrouvent avec des gens comme Ben Laden et d'autres, ou Ekmatia, qui eux sont disposés à faire un djihad contre les Russes. Et à ce moment-là, on les aide. Il ne faut quand même pas oublier que les Américains ont armé jusqu'aux dents ces moudjahidines au point de leur livrer le Stinger pour abattre des avions et les hélicoptères soviétiques, et qu'après la défaite et le départ des Russes, ils ont eu énormément de mal à récupérer ces Stingers, parce que les Afghans voulaient les garder pour eux. Mais ces gens-là, ils ne sont pas, c'est pas du tout les talibans qui les ont fait venir, ce sont les Américains. Et le problème aussi, c'est qu'on estime à peu près le nombre de moudjahidines formés par les Américains à 4000. Et c'est eux qui vont semer le chaos partout. Si l'Algérie a une guerre civile de 10 ans, c'est parce qu'il y avait ces fameux Afghans, donc des anciens combattants de l'Afghanistan, qui sont retournés en Algérie. Aucune responsabilité des talibans dans cette affaire non plus. Pour l'anecdote, Al-Qaïda, donc les militants de Al-Qaïda, organisation qui avait que des Arabes dans Al-Qaïda, des militants, à la différence par exemple du Daesh, de l'État islamique du Khorasan, c'est-à-dire l'État islamique qui est présent maintenant en Afghanistan, Al-Qaïda a eu que des militants arabes. Al-Qaïda, en Afghanistan, leurs militants étaient connus par les Afghans comme les Arabes, et dans le monde arabe, les militants de Al-Qaïda étaient connus comme les Afghans, c'est-à-dire les Arabes qui ont combattu en Afghanistan. C'est assez amusant. On s'y perd un peu. Donc le prétexte de la guerre a été donc les attentats
du 9-11. Cette guerre qui a duré 20 ans, après la guerre de l'Afghanistan, on a eu la guerre de l'Irak, on a eu la guerre en Libye et en Syrie. Alors on peut parler des contradictions, c'est que bien entendu l'Irak, qui est un pays laïque, qui n'a rien à voir avec les islamistes, et comment les Américains ont fait le lien entre l'Afghanistan et l'Irak, c'est assez bizarre. Mais est-ce que cette guerre qui a duré 20 ans en Afghanistan, est-ce qu'elle valait la peine? Est-ce que, est-ce que Bin Laden valait une guerre de 20 ans et de détruire un pays de cette manière? Alors, non, absolument pas. C'est-à-dire que cette guerre ne valait pas 20 ans. On a eu 20 ans de mort, de sang et de destruction pour finalement, maintenant, refiler le bébé afghan aux talibans, ceux qu'on avait chassés 2 décennies auparavant. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a énormément d'enjeux économiques et quelque part, on a décidé à Washington et surtout à Washington, qu'il était temps de revenir à des relations normalisées. Et surtout, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, avant que les Américains envahissent l'Afghanistan, qui représente et qui est plus ou moins le lien des talibans version 1 aux États-Unis, mais c'est les ultra-conservateurs. Le problème de Bin Laden, c'est un peu quelque chose d'anachronique. Lui, c'est le gars qui est un djihadiste, il estime défendre une cause, et ces espèces d'enjeux parallèles, géopolitiques, géostratégiques et économiques, on ne peut pas dire que ça soit son truc. Lui, il est là pour combattre. Il avait même proposé aux Saoudiens d'aller se battre avec eux quand les Irakiens sont descendus sur le Koweït. Les Saoudiens ont refusé, ils ont préféré l'offre du général Schwarzkopf. Et donc, à un moment, on a liquidé Ben Laden. Mais d'ailleurs, Bin Laden s'était réfugié dans une maison, dans une safe house des services pakistanais, qui, si je ne me trompe pas, était une safe house de la CIA avant. Oui, en fait, le problème de Bin Laden, c'est qu'on l'a en fait liquidé pour 2 raisons. Primo, le faire taire. Parce qu'il faut être clair, on peut parler de procès, de rendre justice aux victimes. Personne n'a jamais voulu de se retrouver avec un procès avec un homme qui a été aussi proche de la CIA, de toutes ces turpitudes. Il était évident que Ben Laden jugeait, il aurait parlé. Tout sauf à tenir un tel procès à huis clos, ce qui alors aurait fait hurler les médias, incinéré l'opinion publique et fait crier, hurler les familles des victimes. La deuxième raison, c'est simple, c'est qu'il y a un truc classique dans ce type de guerre, c'est de limiter l'aspect héraldiste de son effacement de la scène. Le djihadisme classique, c'est d'arriver à apparaître, notamment dans les médias, pas forcément en faisant énormément de morts. Ce qu'il faut, c'est démontrer sa présence pour être une référence. Et donc, à ce moment-là, alors Jacques Beau a écrit l'excellent chapitre sur ça. Donc, à un moment donné, il fallait s'en débarrasser. Et la méthode quand je choisis les Américains est, à mon avis, de ce point de vue héraldiste, la moins mauvaise. C'est-à-dire qu'ils s'en sont emparés. À quel moment exactement? Peut-être que la version officielle n'est pas la même. Mais si on se tient à la version officielle, ils l'ont liquidé, ils l'ont immergé. Donc, d'un point de vue musulman, c'est cette espèce de disparition, j'ai encore jeté à la mer, ce qui se fait dans les marines occidentales depuis les guerres napoléoniennes, c'est pas du tout une fin épique de nature à motiver les masses djihadistes d'Akfiri. Là, les Américains ont bien joué. Alors, à préciser, effectivement, ce que tu viens de dire, mention qui m'a valu un mois de cachot sur Facebook, que le campement d'Abu Tabad du Pakistan, où le matin du 2 mai 2011, Ben Laden se fait liquider, était tenu par de nombreuses sources pour un site de la CIA, un peu comme celui qui s'est fait attaquer à Benghazi et qui après avait été utilisé aussi par les services pakistanais. Ce qui est intéressant, c'est que Ben Laden, il est toujours passé par des sites américains, utilisés par les Américains. Les fameuses grottes de Tora Bora, les Américains ont dit où est-ce que c'était, on comprend pas. Ils les ont utilisés eux-mêmes contre les Russes avec les Moudjahidines. Donc il y a toujours cette espèce de double discours. Et puis il visitait fréquemment le Qatar, où il y a la 5e flotte américaine d'ailleurs. Oui, tout à fait. Ça, c'est le gros problème du Qatar. On parle souvent de l'importance du Qatar dans la guerre pour financer les terroristes islamistes. On oublie souvent que c'est la base de la 5e flotte américaine dans le Golfe. Mais bon. Et puis, ils ont aussi leur plus grosse base aérienne. Le Qatar a très bien joué parce que je crois qu'à partir de 2013 qu'il a joué avec l'accord des Américains cette forme d'accueil, de soutien aux talibans. Et de 2013 à 2021, il s'est quand même fait passablement insulter, y compris par les médias américains. Et les Qataris ont tenu bon dans leur alliance avec les Américains, comme quoi ces gens-là, ça va être non seulement sont riches, mais ça va être sérieux dans leurs engagements.
Et effectivement, le Qatar. Alors, il me semble bien, j'en avais parlé dans mon livre, qu'il y avait alors que Ben Laden était déjà accusé d'autres attentats, il y aurait une rencontre entre le Chief of Station de la CIA du Qatar qui serait venu le visiter dans sa chambre d'hôpital. Oui, ils en avaient parlé à l'époque, c'est vrai. C'est toujours le même problème, c'est-à-dire que quelque part, Ben Laden, ça a été un asset des Américains. Il a longtemps travaillé avec eux. C'est pour ça qu'il ne fallait surtout pas qu'ils puissent parler. Comme tu l'as très bien dit, les accords avec les talibans, maintenant les accords de retrait des troupes américaines signés par Trump, donc il y a un an, ont été négociés par Pompeo, qui était le représentant des néoconservateurs dans l'administration de Trump. Et qui ont été négociés notamment au Qatar. Les accords ont été signés au Qatar. La première visite de contact entre gens du renseignement talibans, parce qu'ils ont des services de renseignement, ils ont un chief of intelligence qui s'appelle Najibullah. Mais c'est pas facile de retrouver le bonhomme parce que Najibullah, c'est un peu Dupont chez les Afghans. Et Burns, qui est le chef de la CIA, qui est allé déjà rencontrer les talibans. Et quand un responsable de la CIA va dans un pays, c'est rarement pour faire du tourisme. Le Qatar est un challenge pour nos géopoliticiens traditionnels, vu qu'il n'a aucune surface terrestre tellurique, ni aucune présence maritime. Le Qatar est un petit pays qui, normalement, en géopolitique classique, ne devrait avoir aucune importance. En réalité, il est très important. D'une certaine manière, le Qatar est beaucoup plus puissant que l'Arabie Saoudite. C'est un petit pays avec une petite armée, avec une forte présence militaire étrangère. Il y a plus d'étrangers au Qatar que de Qataris. Hein. De toute façon, oui. Bon, on arrive à la fin alors. C'est l'héritage de Bin Laden. Pourquoi on veut en parler? Parce qu'on dirait que Al-Qaïda est en perte de vitesse maintenant, surtout avec des groupes comme Al-Daesh, c'est-à-dire l'État islamique. Donc, quel est l'héritage de Bin Laden? D'abord, une chose importante, quand on parle des talibans et de leur gouvernement, ce sont des Afghans à 100%. Il y a tout un débat sur leur pouvoir, ceci, cela, mais ils ont gagné une guerre dans leur propre pays. Les talibans, c'est 100% des Afghans. D'ailleurs, il suffit de voir les images, ils ont des têtes tout à fait. Des têtes d'Afghans. Des têtes d'Afghans qui est en partie des gréco-bactriens, en fait. Oui, ben en fait, pour reprendre la fameuse paraphraser Mao Tse-tung, les talibans sont en poisson avec leur peuple, en Afghanistan sont en poisson dans l'eau. Ah, tout à fait. C'est les représentants du peuple afghan, en fait. Tout à fait. Alors, pour ce qui est de l'héritage, legacy, comme disent les Anglais, qui me semble meilleur, de Ben Laden, alors, il y en a un, mais limité, parce qu'effectivement, quelque part, c'est un homme du passé. Ceci dit, Ben Laden restera un modèle et un inspirateur pour pas mal de gens. Et effectivement, qui est classé parmi les gens qui sont inspirés par Ben Laden et qui sont encore, on va dire, sur le marché de la terreur, si on veut jouer sur les mots, il y a Al-Qaïda qui s'en revendique directement. Il y a Daesh qui y fait encore référence. Il y a des gens de Boko Haram qui en parlent aussi. Alors, le gros problème, c'est vis-à-vis du nouveau régime de Kaboul. Ce que les Occidentaux n'arrivent pas à comprendre, c'est qu'il est quasiment impossible de reprocher aux talibans d'avoir une forme de révérence pour Bin Laden. C'est celui qui s'est battu à leur côté pendant des années, a dépensé et, dans un certain sens, est mort à cause de ça. Il était de leur côté. Alors évidemment, mais les guerres, c'est toujours comme ça. Je veux dire, la Deuxième Guerre mondiale, on a vu côte à côte des communistes, des Américains. Il y avait à la fois la croisade des démocraties, la grande guerre patriotique. Les guerres, il y a des alliances. Et effectivement, quelque part, c'est difficile de demander aux gens de Kaboul maintenant taper sur le dos de Ben Laden, d'autant que la notion de période historique est plus floue en islam. Ben Laden a été leur ami, donc il sera toujours leur ami quelque part. Excuse-moi Jacques, surtout quand l'ancien ministre des Affaires étrangères française, c'est-à-dire Fabius, dit qu'Al-Nosra, qui est Al-Qaïda en Syrie, fait du bon boulot. C'est quand même hallucinant. Pour conclure, vu que 20 ans après, les troupes américaines se retirent de l'Afghanistan, le même mois, donc en août, les troupes françaises se retirent du Sahel, est-ce qu'on peut dire que les seuls qui ont eu des victoires contre les islamistes, c'est en fait les musulmans de l'armée syrienne, de l'Iran et du Hezbollah en Syrie et en Irak? Alors, il ne faut pas oublier qu'actuellement, Macron donne beaucoup de leçons et parle de l'Afghanistan. Enfin, on est parti en 2014. Il y a 7 ans, cette affaire ne nous concerne plus. Et quant aux gens qui ont vaincu, moi je connais pas de gens qui ont effectivement battu des islamistes sur le terrain, c'est simple, on a
l'armée égyptienne, quelque part, en partie, à L'armée partir. algérienne. Ils ont l'armée algérienne. Alors, c'est très marrant, c'est qu'on voit un prétendu futur président français, M. Zemmour, qui n'arrête pas de taper sur l'Algérie. Or, actuellement, quand on se sera retiré de grosso modo du Sahel, la première armée pour stopper les djihadistes, ça va être l'armée algérienne. Qui est à 100% musulmane. 100% musulmane, l'armée syrienne 100% musulmane, et il y a un autre pays qui a battu à plat de couture les islamistes, mais qui n'est pas occidental, c'est la Birmanie, le Myanmar. Mais les Occidentaux, pour l'instant, n'ont rien gagné du tout. Et au point qu'ils ont été obligés, de ce qui se passe maintenant, de s'entendre avec le nouveau pouvoir à Kaboul, qui a gagné. Et ça, il faudrait peut-être que les Occidentaux et certains hommes politiques français se mettent dans la tête. Les talibans ont gagné et nous, on l'a perdu. C'est comme ça, il y a des guerres qu'on gagne, il y a des guerres qu'on perd. Celle-là, on l'a perdue. Sur ce, je rappelle à nos auditeurs de s'abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Et à bientôt. Merci Jacques. Au revoir.